Si la conscience régnait sur notre esprit de sorte que rien ne puisse échapper à son regard, alors il semble bien que nous pourrions nous en tenir à ce premier mouvement de la réflexion, et conclure qu'on peut se connaître soi-même. Mais on ne saurait ignorer les entraves qui l'empêchent d'accomplir sa fonction. Il nous faut les examiner à présent. La conscience n'est pas toute puissante. Elle laisse des zones d'ombre dans notre esprit, comme nous pouvons le constater plutôt facilement. Il nous arrive d'être surpris par nos propres réactions, qui ne ressemblent pas toujours à ce que nous savons de nous-mêmes, ni à ce à quoi nous nous attendions. C'est particulièrement le cas lorsque nous nous découvrons capables de comportements immoraux ou honteux, la violence, la jalousie, la bassesse, des émotions et des sentiments qui font partie de nous et qui apparaissent alors comme étranges, voire étrangers, c'est-à-dire appartenant à quelqu'un d'autre que nous. Le personnage de Mr. Hyde dans la nouvelle de Robert Louis Stevenson, L'étrange cas de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, en est une illustration éclatante. Le très convenable et studieux Dr. Jekyll confesse qu'il a toujours pressenti l'existence en lui d'une personnalité plus torturée, portée par des pulsions condamnables. Il en est même venu à se demander s'il n'y avait pas, en chaque être humain, non pas deux, mais une foule de personnalités distinctes en conflit les unes avec les autres. Et il a fini par inventer un moyen de dissocier de sa personnalité complète sa composante la plus sauvage, qui a pris l'apparence de Mr. Hyde. Il ne s'agit évidemment pas d'affirmer que chacun de nous souffre d'un tel trouble de la personnalité et relève de la psychiatrie. Mais il est probable que la plupart d'entre nous reconnaîtront dans l'histoire de Jekyll un témoignage romancé et hypertrophié de cette inquiétude, de ce malaise que nous ressentons parfois. Au fond, nous ne sommes pas parfaitement capables de dire qui nous sommes, ni de rendre compte de toutes nos réactions. Dans un registre moins fantastique, plus réaliste que celui de Stevenson, Honoré de Balzac se fait lui aussi l'écho de cette expérience qu'est l'incompréhension face à son propre comportement. Dans Une femme de 30 ans, il met en scène une jeune femme, Julie, qui ne parvient pas à comprendre pourquoi elle n'éprouve pas plus d'amour pour son mari, le marquis d'Aiglemont. Elle voudrait être heureuse à ses côtés, mais n'y parvient pas. Sa tante semble alors comprendre mieux qu'elle-même Julie. Victor m'aime à l'idolâtrie, et je l'adore, il est si bon. Oui, vous l'aimez, mais vous le fuyez, n'est-ce pas? Oui, quelquefois, il me cherche trop souvent. N'êtes-vous pas souvent troublé dans la solitude par la crainte qu'il ne vienne vous y surprendre? Hélas, oui, ma tante, mais je l'aime bien, je vous assure. Ne vous accusez pas en secret vous-même de ne pas savoir ou de ne pas pouvoir partager ses plaisirs. Parfois ne pensez-vous point que l'amour légitime est plus dur à porter que ne le serait une passion criminelle? Oh, c'est cela, dit-elle en pleurant, vous devinez donc tout, là où tout est énigme pour moi. Et la même incompréhension se retrouve quelques pages plus loin chez celui qui deviendra l'amant de Julie, Charles, un célibataire de 30 ans, est irrésistiblement séduit par Julie, bien qu'elle soit mariée à un autre. Son esprit est obsédé par elle, mais il prend la décision de ne plus la revoir. Pourtant, malgré cela, il va la retrouver. Enfin, il voulut résister au penchant qui l'entraînait vers Madame d'Aiglemont, mais il alla chez elle. Il existe des pensées auxquelles nous obéissons sans les connaître. Elles sont en nous, à notre insu. Chacun de nous peut, pour sa part, faire l'expérience de cette étrangeté dans le cadre de ses rêves. Quand nous rêvons, nous produisons des contenus, souvent sous forme d'histoires, dans lesquels arrivent des choses que nous réprouvons, qui nous dégoûtent, qui nous font honte. Nous pouvons nous mettre en scène en train de profiter de situations de violence, de désir, que nous ne supporterions pas si nous les vivions réellement. Au réveil, nous sommes déstabilisés. Qu'est-ce que cela dit de moi? Qu'y a-t-il au fond de moi que le rêve a fait remonter? Est-ce que je me connais si bien que ça? On touche alors aux limites de la conscience et de ses pouvoirs. Ces limites sont de deux ordres. Premièrement, ce que la conscience ne peut pas voir, ce qui lui est caché, retenu hors de sa portée, quel que soit l'effort qu'elle pourrait faire en ce sens.
Deuxièmement, ce que la conscience ne veut pas voir, ce dont elle se détourne, parce qu'en prendre connaissance engendrerait un malaise, ce qu'elle préfère ignorer. Ces deux aspects sont pris en considération par Freud dans l'élaboration de son hypothèse quant à l'existence d'un inconscient psychique. Dans un texte intitulé Une difficulté de la psychanalyse, Freud propose une voie intéressante vers l'hypothèse en question. Il explique tout d'abord que, comme la plupart des vivants, l'être humain dispose initialement de deux instincts complémentaires. Au niveau de l'individu, l'instinct de survie, au niveau de l'espèce, l'instinct de reproduction. Le développement psychologique et intellectuel de l'humanité au cours de l'évolution va modifier et approfondir ces deux instincts qui, de complémentaires qu'ils étaient, vont devenir antagonistes. L'instinct de survie devient la pulsion d'autoconservation, pulsion du moi. Elle concerne tout ce qui favorise et valorise l'ego. L'instinct de reproduction devient la pulsion sexuelle ou pulsion libidinale, autrement dit, la force psychique qui nous pousse vers le plaisir. On parle alors de pulsion par contraste avec le désir. Pour simplifier, on pourrait dire que le désir est motivé par l'obtention de quelque chose. Pensez au désir amoureux. Quand on est amoureux, on ne désire pas n'importe quelle personne. On ne veut pas se trouver dans les bras de n'importe qui pour y avoir le plaisir d'être à deux. On veut telle personne. Un point, c'est tout. La pulsion, de son côté, ne s'intéresse qu'au plaisir qu'on éprouvera quand elle sera satisfaite. Peu importe donc ce qui la satisfait, contrairement au désir amoureux, la pulsion sexuelle se moque bien de l'identité de la personne qui permet de l'assouvir. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, comme l'écrivait Alfred de Musset dans la dédicace à sa pièce La coupe et les lèvres. La pulsion nous incite par conséquent à tous les débordements, au point d'indisposer notre ego. Si nous écoutions nos pulsions, nous nous livrerions aux comportements les plus sordides, les plus honteux, les plus immoraux, jusqu'au dégoût de soi, purement et simplement. Le complexe d'Oedipe en est l'exemple le plus net. Freud estime, mais il est contesté sur ce point, que tout enfant éprouve à un moment de son développement psychique de l'attirance sexuelle pour le parent de sexe opposé et de l'animosité pour le parent de même sexe, considéré alors comme un rival à éliminer. L'effroi que l'on ressent en se disant qu'on a pu avoir de l'attirance sexuelle pour un de nos parents est typique de ce rejet de la pulsion libidinale par le moi. Freud écrit à ce propos, toujours dans Une difficulté de la psychanalyse, il arrive en effet, chez l'homme, que les exigences des pulsions sexuelles, qui débordent de fait largement l'individu, apparaissent au moi comme un danger qui menace son autoconservation ou l'estime qu'il a de soi. Alors, le moi se met sur la défensive, il refuse aux pulsions sexuelles substitutives qui viennent au jour comme symptômes nerveux. Parce qu'on ne veut plus voir cette part glauque de soi, parce qu'on veut préserver une image de soi suffisamment belle pour en être fier, on censure une large part des pulsions sexuelles qui sont pourtant une part de soi. On occulte cette dimension de notre personnalité. Comment ? Recourant à une métaphore politique et guerrière, Freud dit que les pulsions sexuelles bannies entrent dans la clandestinité. On croit, à tort, qu'on les a supprimées, alors qu'elles se cachent et préparent leur révolte. Un nouvel espace psychique s'ouvre au sein de notre esprit, c'est là que vont les pulsions bannies, et c'est ce que Freud nomme l'inconscient. Dans ce maquis de la pensée, dans cette cour des miracles qui abrite toutes les pulsions déclassées, la conscience n'est pas opérationnelle. Ce qu'elle ne voulait pas voir, désormais, elle ne peut pas le voir, comme le dit Freud. Elle est comparable à un grand seigneur qui a chassé les gueux de son territoire et qui ne peut même plus se rendre dans les bas-fonds où ils se sont réfugiés, ne serait-ce que pour savoir quelles émeutes il prépare. En un passage majeur d'une difficulté de la psychanalyse, Freud écrit ce que la psychanalyse voudrait apprendre au moi. Rien d'étranger n'est entré en toi. C'est une partie de ta propre vie psychique qui s'est dérobée à ta connaissance et à la domination de ta volonté. La responsabilité, je dois te le dire, t'incombe entièrement. Tu as surestimé les forces quand tu as cru que tu pouvais faire de tes pulsions sexuelles ce que tu voulais.
et que tu n'avais pas besoin de faire le moindre cas de leurs intentions. Alors elles se sont révoltées et ont suivi leurs propres voies obscures pour échapper à la répression. Elles se sont fait droit d'une manière qui ne peut plus te convenir. Tout le texte joue sur l'écart qui existe entre ce que la conscience s'imagine et ce qui se passe réellement en elle. Elle pense régner sur l'esprit et croit que sa maîtrise repose sur deux piliers, la connaissance, savoir, et le contrôle, faire. Ces deux piliers structurent le texte si on le lit de près. Quelque part dans le noyau de son moi, il s'est créé un organe de surveillance qui contrôle ses motions et actions propres pour voir si elles concordent avec ses exigences. Ou encore, sa perception interne, la conscience, tient le moi au courant de tous les processus importants qui se passent dans les rouages psychiques, et la volonté, guidée par ces informations, exécute ce que le moi ordonne. Ou enfin, le moi se sent certain que ces informations sont complètes et sûres, aussi bien que de la bonne transmission de ses ordres. Mais à présent, la psychanalyse conteste cette maîtrise et refuse à la conscience aussi bien la connaissance que le contrôle. L'inconscient empêche la conscience de savoir et de faire ce qu'elle veut sur son territoire. C'est ce que résume la citation « Le moi n'est pas maître en sa propre maison ». Il est dépassé par l'inconscient. Dès lors, le sujet est dépossédé des moyens de se connaître lui-même. On ne peut toutefois pas faire l'impasse sur les critiques que l'hypothèse freudienne a suscitées. Remettent-elles en cause l'idée que l'on ne peut pas se connaître soi-même? À vrai dire, elles auraient plutôt tendance à la conforter. En effet, les adversaires de Freud contestent la façon dont il rend compte des zones d'ombre de notre conscience. Mais ils reconnaissent que nous ne sommes pas du tout transparents pour nous-mêmes. Cela les conduit à admettre qu'il faut expliquer les lacunes et les bizarreries de la conscience, et à proposer d'autres façons d'expliquer ces phénomènes en s'éloignant de la réponse freudienne. Le philosophe Émile Chartier, qui a fait sa carrière sous le pseudonyme d'Alain, se trouve dans cette situation. En accord avec le constat de Freud, il affirme que l'homme est obscur à lui-même, et que donc il se connaît mal. Nous ne savons pas toujours ce que nous pensons, ni pourquoi nous le pensons. En nous se passent des choses dont nous n'avons pas conscience et que nous ne contrôlons pas. Alain en convient, car c'est un fait qu'une simple observation de soi permet de constater. Nous ne pouvons donc pas savoir qui nous sommes vraiment. L'homme est obscur à lui-même, cela est à savoir. Seulement il faut éviter ici plusieurs erreurs que fonde le terme d'inconscient. La plus grave de ces erreurs est de croire que l'inconscient est un autre moi, un moi qui a ses préjugés, ses passions et ses ruses, une sorte de mauvais ange, diabolique conseiller. On dissoudrait ces fantômes en se disant simplement que tout ce qui n'est point pensé est mécanisme, ou encore mieux, que ce qui n'est point pensé est corps, c'est-à-dire chose soumise à ma volonté, chose dont je réponds. Cet extrait fonctionne en 3 temps. Premièrement, une concession. Nous nous connaissons mal et il s'agit de comprendre ce qui nous en empêche. Deuxièmement, une fausse piste à écarter. Nous aurions tort de croire qu'il y a en nous une autre personnalité clandestine qui nous manipule et qu'elle éclipse notre personnalité plus conscience. Et c'est Freud qui est visé. Troisièmement, une explication alternative. Ce dont nous n'avons pas conscience est ce qui est effectué automatiquement par le corps, de façon mécanique et non consciente, mécanisme, au même titre que la respiration ou le clignement des paupières. Que Freud ait raison ou tort, il n'en demeure pas moins que, même pour les adversaires de la psychanalyse comme Alain, nous ne pouvons pas prétendre avoir une conception claire de ce que nous sommes. Il existe des angles morts dans la connaissance de soi. Pourtant, la psychanalyse a le projet de rendre accessible ce qui est initialement logé au creux de l'inconscient. Ce qu'il renferme n'est pas tant inconnaissable qu'inconnu. Son dévoilement n'est dès lors pas impossible. Il est simplement plus difficile. Il convient donc, pour finir, de se demander si la connaissance de soi n'est pas malgré tout réalisable par des chemins détournés.